c'est ça qui m'intéresse. J'aime bien ne pas comprendre l'environnement qui est autour de moi et pourquoi il y a des manières différentes de faire les choses, des cultures différentes, une richesse en général. Il y a un aspect quasiment sacré en fait de l'eau qui a une valeur aussi importante qu'une personne humaine. Donc tu as notamment un des fleuves néo-zélandais qui a été reconnu par la loi néo-zélandaise comme ayant les mêmes propriétés et les mêmes droits qu'une personne. Hello, bienvenue sur le podcast des Leaders sans frontières, le podcast où nous partons à la rencontre des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales, inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Je vous souhaite un bon voyage avec notre invité pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Bonne écoute! Bonjour Frédéric, bienvenue dans le podcast des Leaders sans frontières. Bonjour. Ce que je te propose pour commencer cet épisode, c'est te laisser te présenter, m'expliquer qui tu es, d'où tu viens et résumer ton parcours et tes fonctions actuelles. D'accord. Donc Frédéric Cornu, je suis né en Normandie, à Gisors. D'accord. Et j'ai passé mon enfance en Côte d'Ivoire. Donc de 1 à 9 ans, j'étais en Côte d'Ivoire. Et puis après, je suis revenu en France. J'ai étudié le génie civil. Ouais, diplômé de l'ESTP. Voilà. Et quand j'avais 19 ans, un des stages d'été que j'ai fait, ça a été sur le métro du Caire, avec Soletanche Bachy, qui fait partie du groupe Vinci. Et c'est un déclic pour moi où je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de vivre et travailler à l'étranger, ce qui veut dire hors de France. Donc à partir de ce moment-là, j'ai fait ma dernière année d'études en Angleterre. Et puis après, j'ai fait ma coopération au Japon. J'ai fait ma coopération au Japon avec le ministère des Affaires étrangères. Tout à fait. Ensuite, j'ai travaillé pour De Grémont, qui est une branche de Suez dans le traitement de l'eau. Ensuite, j'étais chez Artelia, puis chez Bureau Veritas. Ok. Et plus récemment, en Nouvelle-Zélande, j'ai travaillé chez Kiwi Rail, qui est l'équivalent de la SNCF Réseau, WSP, qui est une entreprise d'ingénierie, et aujourd'hui Schneider Electric. Super. Et peut-être mentionner les pays où tu as vécu. Tout à fait. Alors, parce qu'il y en a eu de nombreux. après, donc, étudié en Angleterre, j'ai fait ma coopération au Japon. Ouais. Ensuite, j'étais metteur en route de stations de traitement d'eau, où je suis allé aux Émirats Arabes Unis, puis en France, puis en Iran, puis en France. Et puis, je suis parti pour 3 mois en Chine. Et j'y suis resté 16 ans et demi. Donc, un peu plus longtemps que prévu. Ensuite, j'étais 3 ans à Paris. Et depuis 5 ans, bientôt, je suis en Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce qui t'attire dans l'expatriation, dans tous ces pays où tu es passé? Quels sont les éléments que tu retiens et qui ont fait que tu as passé toute ta vie et toute ta carrière à être expatrié? Je pense que c'est la différence. C'est ça qui m'intéresse. J'aime bien ne pas comprendre l'environnement qui est autour de moi et pourquoi il y a des manières différentes de faire les choses, des cultures différentes, une richesse en général. Donc, quelque part, je m'embête un peu en France. Pas parce que j'ai tout compris, mais parce que c'est pas assez différent. Tu passes énormément de temps, tu disais, sur la partie Afrique, Moyen-Orient, Chine, beaucoup. Mmh. Et puis, c'est en 2019 où tu t'expatries en Nouvelle-Zélande. Oui. Pourquoi être parti vivre en Nouvelle-Zélande? D'accord. Alors peut-être je vais t'expliquer déjà pourquoi je suis resté longtemps en Chine, Ouais. plus longtemps que prévu, et pourquoi je suis aujourd'hui en Nouvelle-Zélande. Donc en Chine, moi j'ai fait plusieurs missions, mais j'ai notamment fait une mission où j'ai rencontré ma femme qui, elle, étudiait le français à l'université. Ma femme est moitié mongole, moitié chinoise. Ok. Et elle m'a demandé, Frédéric, est-ce que je peux trouver un travail où tu fais pas le tour du monde toutes les 3 semaines? Et donc c'est à ce moment-là que j'ai eu un poste d'expatriation résident en Chine et qu'on est resté plusieurs années dans différentes villes de Chine, dans 7 villes différentes. Et donc ça a duré 16 ans et demi. Et pourquoi je suis là aujourd'hui avec toi? C'est en fait à cause de la pollution de l'air et la naissance de notre fille en 2013. Donc pour te donner une idée, alors la Chine c'est un pays formidable avec des gens extraordinaires. Malheureusement, quand tu vis à Shanghai, au moment où on y était, juste en respirant, tu perds 5 ans de ta vie. Si tu es dans le nord de la Chine, en respirant, tu perds 9 ans de ta vie. Paris, Londres, c'est sûrement 1 an et demi, 2 ans. Donc l'un des critères de choix, et en tout cas ce qui nous fait
partir de Chine, ça a été la pollution de l'air pour notre enfant. Et donc, par rapport à ça, c'est des choses que tu vois, justement, ce que tu vas voir aujourd'hui à Auckland, c'est que tu as une visibilité de 10, 15, 20, 30 kilomètres. Bon, quand tu étais dans certaines villes chinoises, s'il y a des pics de pollution, tu ne vois pas à 1 kilomètre ou à 2 kilomètres ou 3 kilomètres. Donc, voilà. On parle d'expatriation. Qui dit expatriation, comme tu le disais, dit également différence culturelle et dit management dans l'interculturalité. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu fais justement pour te positionner à chaque fois dans les différentes entreprises où tu as évolué et trouver ta place en tant que manager dans des équipes où l'interculturalité est au cœur des relations humaines? Oui. Ouais, enfin, il y a beaucoup d'exemples qui peuvent me venir à l'esprit, mais je pense notamment, en tout cas en Chine, quand j'étais en charge de la mise en route de stations de traitement d'eau. Donc, c'est des stations qui sont importantes, qui peuvent alimenter, par exemple, 1,5 million d'habitants. Et cette mise en route, j'avais un collègue sur la partie électricité, un collègue sur la partie automatisme, un ingénieur chinois qui parlait anglais. Et puis le reste de l'équipe qui allait aider à mettre en route cette station de traitement d'eau était chinoise et ne parlait que chinois. Et moi, je ne parlais pas chinois, en tout cas au début. Et donc, tu as une relation assez particulière parce que le management, tu le fais en plus avec des équipes du client. Je pense l'un des aspects importants, c'était de faire confiance à la meilleure manière de le faire. En fait, c'est eux qui la connaissaient. Par rapport aux équipements, aux coutumes, aux manières de faire locales. Après, moi, je peux avoir des idées, des schémas sur la manière de faire certaines choses, et notamment une approche systématique de la mise en route de systèmes qui peuvent être complexes. Et un des absolus, je ne sais pas si on dit ça en français, en tout cas, une des lignes rouges, c'était notamment les aspects liés à la sécurité. Oui. Donc là, tu peux avoir, en fait, parce que le chef ou un des chefs chez le client disait on y va, on va faire ça, 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 et pour nous aider à mettre en route la station, il y avait des situations qui pouvaient être dangereuses, voire très dangereuses, et qui n'étaient pas acceptables, en tout cas, si moi j'étais en charge de ce périmètre-là. Et donc, par rapport à là, il y a plusieurs manières d'aller d'un point A jusqu'à Z, il y a plusieurs routes possibles, et beaucoup que je ne connaissais pas par rapport au contexte chinois, ou au contexte de la ville où on était. Et donc, c'était juste pour moi d'expliquer, voilà, ça, je ne sais pas exactement comment on va le faire ou comment vous allez le faire, quels sont les moyens qu'on a sur place. Par contre, sachez que les aspects sécurité ne sont pas négociables. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que quelqu'un qui descend avec une corde à 10 mètres de profondeur, ça ne va pas le faire. On va avoir des équipements. Là, il faudra, même si ça coûte cher, prendre des équipements qui nous permettront de réaliser cette étape-là de manière non dangereuse pour les personnes qui vont le faire. Pareil pour changer des cylindres de chlore. Ça peut être très dangereux. Il y a des gens qui sont prêts à rentrer dans une salle et à changer quelque chose sans protection. Donc ça, après, c'est des formations qu'on a et on explique que ça ne va pas le faire non plus. Et d'ailleurs, on va parfois le montrer nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec quel équipement? Et être sûr que les gens qui vont le faire plus tard sont à la fois formés et ont les équipements qu'il faut pour le faire de manière sûre. Là, on évoque la Chine, la Nouvelle-Zélande. En quoi ça diffère dans la culture du travail, dans le management? Est-ce que tu peux paralléliser justement ton expérience chinoise et ton expérience néo-zélandaise? Oui, alors peut-être de manière juste chronologique, ce qui est assez... moi, ça ne se voit pas, mais je suis plus chinois que français quelque part, dans la manière où je fonctionne, où je fonctionnais. Et donc, moi, le plus gros choc culturel que j'ai eu, c'est en fait en rentrant en France en 2016, parce que j'ai eu un poste de directeur commercial Île-de-France. Après 20 ans à l'étranger, j'allais travailler en langue française avec des Français sur des projets français. Et donc, la manière d'interagir en Chine et en France est très différente. Notamment le respect de la hiérarchie ou de la seniorité ou l'art de critiquer est très, très différent. Donc, par exemple, en Chine, on ne va pas remettre en cause la parole du manager ou du chef pour éviter
peut-être faire perdre la face ou pour d'autres raisons. Ce qui a une incidence aussi sur le fait qu'on a peut-être moins d'initiatives qui sont partagées par l'équipe parce qu'on veut pas. Si le chef n'y a pas pensé, c'est pas forcément à nous de dire que le chef n'y a pas pensé. Après, il y a d'autres manières de le faire. Donc, il faut peut-être avoir des entretiens individuels avec certaines personnes pour essayer de voir s'il y a des choses particulières qu'on loupe ou comment on peut contribuer. Enfin, il y a plein d'idées possibles. Et donc, arrivé en France, là, la critique était beaucoup, beaucoup plus importante sur des choses parfois où tu as 95% de la chose qui marche, 5% qui ne marche pas. Et on va t'expliquer pendant un quart d'heure les 5% qui ne marchent pas. Ce qui peut être intéressant en soi, à partir du moment où on a peut-être un moyen de réduire ces 5% à 2% ou qu'on a une solution. Si on n'en a pas, c'est super. Peut-être qu'il y a pas mal de gens qui ont vu aussi que les 5% ne marchaient pas. So what? Donc, on y va, on le fait. OK, on le fait. Mais parfois, on a envie d'expliquer pourquoi on a vu que ça ne marchait pas sur cette partie-là. Voilà. Donc ça, c'est un peu différent. On arrive en Nouvelle-Zélande. Donc là, c'est gros choc culturel français, finalement. Oui, c'est ça, finalement, peut-être le plus gros choc culturel de ta carrière quand tu reviens en 2016 pour Bureau Veritas travailler à Paris. Oui, tout à fait. Ouais. Et avant, du coup, ce qui explique aussi peut-être que tu repars ensuite. Ouais, c'est plus. Alors, l'envie de repartir, c'était un moment assez extraordinaire d'être en France au niveau personnel, puisque on a pu fêter les 99, 100 ans et 101 ans de ma grand-mère. Donc, ça, c'est des choses qui sont magiques en famille. Et puis, au niveau professionnel, on a l'occasion de travailler dans un pays qui est très mature, très avancé, très sophistiqué, donc avec des systèmes assez incroyables. Juste au niveau de la région Île-de-France, en tant que directeur commercial, les équipes qui étaient en Île-de-France, on émettait une proposition commerciale à un client toutes les 2 minutes. Donc, c'est un système qui est très, très rodé, très complexe, très intéressant. Et donc, on travaille sur des projets qui vont être très grands, comme le Grand Paris Express, avec la Société du Grand Paris, qui était notre plus grand client. Et à des projets beaucoup plus petits, qui vont être quelques centaines d'euros. OK. Si on revient à la Nouvelle-Zélande, est-ce que tu peux m'expliquer, vu qu'on y est aujourd'hui, est-ce que tu peux m'expliquer les différences culturelles et les modes de management également néo-zélandais? Oui, alors une très grosse différence, je pense, par rapport à la France. En France, on est assez hiérarchique. Il y a aussi comment dire, les écoles qui sont importantes. Moi, j'avais un peu oublié ça en étant à l'étranger longtemps. Je me suis aperçu rapidement qu'il y avait certaines écoles qui étaient plus visibles que d'autres, ou en tout cas des diplômés qui avaient des postes plus souvent que d'autres, quelque part. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays, et notamment la Nouvelle-Zélande. Mais il y a aussi un aspect hiérarchique en France qui est beaucoup plus marqué qu'en Nouvelle-Zélande. Donc, en Nouvelle-Zélande, il y a vraiment une sorte de... Enfin, c'est très plat, les organigrammes, et tout le monde peut parler à tout le monde. Et on essaye d'avoir une sorte de consensus quand on va prendre certaines décisions, réfléchir à certains sujets. Donc, par rapport à ça, pour moi, c'était un peu nouveau de voir ça ici et de s'adapter aussi à ces sujets-là. Peut-être une ou deux anecdotes par rapport à ça. Peut-être une sur des choses que je n'avais pas bien compris en arrivant, qui était... en fait, quand je suis arrivé chez KiwiRail, qui est l'équivalent donc, de la SNCF Réseau, pour réaliser des projets ferroviaires sur la région d'Auckland, on était 5 personnes pour 400 millions de dollars de projet. Au bout d'un an, on était à 1,6 milliard avec 100 personnes, mais avec toujours une charge de travail beaucoup plus importante que les ressources qu'on avait. Donc moi, j'ai jamais autant travaillé les 6 premiers mois en Nouvelle-Zélande que quand j'étais en Chine avant la naissance de ma fille, quelque part. Et pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, j'avais beaucoup, beaucoup de sujets à traiter en parallèle. Et à un moment, je fais une tâche particulière, qui était une des 7 tâches que j'avais à faire, ou des 7 projets dont j'étais en charge. Et là, j'ai un feedback de mon directeur qui dit « Bon, Frédéric, bravo, c'est super ce truc-là. Et pour info, est-ce que tu as pensé à voir ce problème-là dans ce sens-là » ou je dis « Ouais, ça, j'y ai pensé. Et j'ai pensé que finalement, c'était peut-être plus rapide ou plus simple de le faire comme ça. C'est une autre manière. » Et il me dit « Ah, d'accord, ok, c'est bien. D'accord, merci, très bien. Ok. » Donc moi, je suis parti, je suis passé sur les 6 autres trucs que j'avais à faire pour accélérer. Ce que j'ai compris bien plus tard, en fait, c'est que c'était une manière de donner du feedback pour dire qu'il fallait refaire le job. Au lieu de te dire « Non, mais ça, en fait, refais-le comme ça. » Et pourquoi pas, quoi.
C'était une manière très, très subtile de te dire qu'il fallait le refaire, mais voilà. Donc moi, ça m'est passé complètement... j'ai compris que beaucoup plus tard, cet aspect-là. Okay. Donc, je pense que ça, c'est un exemple. L'autre aspect, c'est que la Nouvelle-Zélande est très, très multiculturelle. En tout cas, certaines villes, notamment Auckland. Et donc, tu as des personnes qui vont venir de Chine, d'Inde, de France, d'Afrique du Sud, du Canada, qui ont des manières d'agir, de réagir, de travailler qui peuvent être un peu différentes. Et donc, les gens sont assez conscients de ça et font attention à ça. Donc, voilà. Mais la manière de donner des feedbacks, par exemple, elle est différente dans le contexte néo-zélandais, je pense. Ok. Et tu évoquais, on prend des décisions dans le consensus. À quel niveau, jusqu'à quel niveau ça va, ces prises de décision en consensus? Parce que tu contactes pas non plus l'ensemble de la société pour chaque sujet, exactement. Parce qu'il y a Jeff Bezos qui disait que lui, pour une bonne réunion, c'est... il appelait ça la stratégie de la part de pizza, c'est-à-dire on met une pizza au centre de la table, on la divise pour lui c'était 6, on peut pas donner à manger à tout le monde autour de la table, c'est qu'il y a trop de monde dans la réunion. Oui, tout à fait, oui. Donc là, j'essaie juste d'imager comment est-ce que les Néo-Zélandais, en appliquant le consensus, prennent des décisions et font avancer leurs entreprises. Alors je pense que c'est le plus... au niveau des équipes, tu peux avoir, ça dépend de la taille de l'entreprise, mais tu as plusieurs équipes et je pense que c'est le fait d'engager, en tout cas de discuter avec l'équipe, les sujets que tu traites. Et après, tu vas... et parfois, ça prend pas mal de temps, quoi. Ça peut être assez frustrant, en tout cas. Tu as l'impression que les choses n'avancent pas, ou on rediscute, on remet en cause quelque chose qu'on a discuté 45 minutes avant, où personne n'a rien dit. Tu arrives à la fin de la réunion, et là, tu as quelqu'un qui te lance un truc, une sorte de grenade. Et là, tu repars à zéro le truc, et hop, et tu oublies de reprendre un meeting pour la semaine d'après, dans 15 jours. Et c'est... Tu veux dire, si tu avais partagé ce truc-là dès le début de la réunion, on aurait gagné un peu de temps parce que on pensait que tout le monde était OK, et puis finalement, on repart au début, quoi. Ok. Tu parlais d'engagement. Est-ce que tu peux m'expliquer les facteurs qui sont liés justement à l'engagement dans les sociétés en Nouvelle-Zélande? Créer l'engagement. Tu veux dire comment motiver les équipes ou qu'est-ce qui... L'engagement au travail, comment est-ce que les Néo-Zélandais se comportent en entreprise et sur quel levier se basent les managers pour justement engager les salariés, les collaborateurs? Il y a plusieurs aspects. Il y a le pays en général, et puis après, tu vas avoir aussi les cultures d'entreprise qui vont différer. Je pense que, d'une manière générale, le fait d'engager ses collaborateurs va être de trouver des choses, pour moi en tout cas, des choses qui les animent, qui les intéressent, qui les motivent et qui font qu'ils vont vraiment à la fois se faire plaisir et puis performer. Un aspect particulier de Nouvelle-Zélande, je pense, c'est le fait que la plupart des gens qui travaillent ici depuis longtemps n'aiment pas le conflit, ou les Néo-Zélandais n'aiment pas le conflit ouvert. Un peu d'ailleurs comme les Chinois parfois, et ce qui n'est pas le cas des Français. Les Français peuvent être beaucoup plus directs et voire opposants. Donc un des aspects, si jamais par exemple tu critiques, tu dis que c'est mauvais, que c'est nul, ou que... là, je pense que ça, pour certaines personnes, ça ne va pas marcher et ils vont, je pense, quitter l'entreprise ou faire une réclamation en disant que je suis harcelé. Alors qu'une autre personne, peut-être en France, trouverait ça normal, le fait d'essayer de mettre de la pression, tu vois. Voilà. Toi, à titre personnel, tu as évoqué un petit peu les entreprises où tu es passé. À quel moment en ta carrière tu t'es senti le plus engagé? Dans quelle entreprise et par rapport à quelle valeur qu'elle véhiculait? Alors, je pense que je suis quelqu'un qui est très, très engagé, quelle que soit l'entreprise ou l'organisation. Voilà, donc je suis quelqu'un vraiment, quand j'y vais, je pense que... Donc, toutes les entreprises où je suis passé, je pense que je me suis engagé. Après, je vais répondre sur d'autres entreprises. Je pense que chez Bureau Veritas, c'est l'entreprise où j'ai passé le plus de temps. Oui. J'ai eu la chance d'occuper des postes à responsabilité de plus en plus importantes. On m'a donné confiance, on m'a fait confiance, pardon.
Et j'ai eu la chance d'être dans un pays, la Chine, qui était en forte croissance, avec une entreprise qui était en forte croissance, avec des équipes qui délivraient, qui étaient excellentes, notamment au niveau opérationnel. Moi, j'étais plutôt dans l'aspect vente, et il était important que les équipes derrière délivrent des services qui soient robustes et qui tiennent la route, quoi. Donc voilà, j'ai eu cette chance-là, et donc j'ai eu la chance d'avoir plusieurs postes chez Veritas, et j'étais très engagé. Ensuite, on va dire que la deuxième entreprise que je vais mentionner, c'est celle que je viens de rejoindre, qui s'appelle Schneider Electric. Alors, je suis à ma 3e semaine, donc c'est tout neuf. C'est le début. Mais il y a plein de choses à découvrir, à apprendre. Et c'est une entreprise qui est assez incroyable, avec un potentiel énorme. Ok. Et justement, par rapport aux valeurs, Schneider Electric qui est un des leaders sur la transition écologique. Est-ce que tu peux m'expliquer justement aujourd'hui tes activités chez Schneider et comment toi tu t'engages au quotidien dans cette entreprise-là? D'accord. Je pense que l'un des aspects qui m'a fait rejoindre Schneider Electric, c'est en fait l'engagement au niveau développement durable. Donc c'est une entreprise qui, il y a 2 mois, a été reconnue comme l'entreprise qui a le plus d'actions au niveau développement durable par Time Magazine sur l'ensemble des entreprises des Fortune 500, je pense. Et donc, pour avoir ce type de résultat, qui a fait aussi avec une autre organisation qui a participé au classement, ça veut dire qu'ils ont fait ils font leur homework depuis un moment, en fait, parce que pour arriver à ce niveau-là, c'est qu'ils sont engagés de manière véritable pour essayer de faire une différence à ce sujet-là. Et moi, je suis passionné par à la fois le climat et le développement durable, donc ça, c'était un sujet important dans le choix des entreprises pour lesquelles j'ai travaillé jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'était un élément très important. Alors, Schneider, en fait, c'est la transition écologique, c'est surtout la transition énergétique, et c'est tout ce qui est lié à l'électricité, notamment, d'avoir à la fois un côté efficacité énergétique, décarbonisation, mais alors moi, plutôt, les mots me viennent en anglais, donc, mais c'est to make the most of your energy and resources. Donc, c'est souvent les gens vont dire on n'a pas assez d'électricité ou d'énergie, il faut en produire plus. Ok, pourquoi pas, mais en fait, c'est déjà, on évite d'en perdre 40% jusqu'au moment où on l'utilise, on n'a pas besoin d'en produire plus. Donc il faut vraiment optimiser les flux et éviter les pertes autant que possible. Et puis comme ça, ça évite d'utiliser des ressources de manière inutile. Ok, donc c'est là où toi aujourd'hui tu concentres ton travail sur la partie perte finalement énergétique. D'une manière générale, mon rôle, c'est d'aider les clients à décarboner leurs activités et à utiliser au mieux leur énergie et l'électricité qu'ils peuvent avoir. Donc ça se fait sous différents aspects de mesure, de contrôle, et ainsi de suite. Ok. Comment est-ce que tu vois évoluer tes activités, les activités Schneider Electric et la façon dont vous allez continuer à accompagner vos clients sur les 10 prochaines années? Pour toi, aujourd'hui, la transition énergétique, elle se dirige comment, vers quels axes? Ouais. En fait, il y a alors je crois qu'en français, c'est électrification en fait, au niveau énergétique. Oui. On est en train d'électrifier beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos activités. Donc là, tu as on va dire que les fondamentaux du marché ou de l'environnement dans lequel on vit font que les besoins sont énormes par rapport à ça. Et c'est là où Schneider et d'autres acteurs ont un rôle essentiel à jouer pour aider et accélérer cette transition de manière la plus efficace et économe possible. Donc l'économie, en fait, c'est à la fois des économies sur le carbone, mais aussi au niveau financier, qui sont aussi des éléments importants pour les entreprises. Là, on est sur l'électricité. Tu es beaucoup passé par le monde de l'eau également, chez De Grémont, du coup, une filiale de Suez. Aujourd'hui, tu es également au board de Water Care Service, qui est une entreprise néo-zélandaise qui s'occupe des eaux en Nouvelle-Zélande. Est-ce que tu peux m'expliquer comment, parce que tu as vu comment traiter l'eau
en France, Mhm. aux Émirats, en Iran, en Chine Mhm. et aujourd'hui en Nouvelle-Zélande. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer les gestions différentes de Mm. cette ressource qui est l'eau à travers le monde? Oui, le rapport à l'eau peut être effectivement différent selon les pays. En France, on va avoir de l'eau potable depuis assez longtemps et on va boire de l'eau du robinet. Quand tu arrives en Chine, en fait, les gens n'ont pas forcément confiance dans la qualité de l'eau qui arrive à leur robinet et donc vont la bouillir. OK. Donc même si nous, en Chine et d'autres entités, produisons de l'eau potable à la sortie de l'usine, mais aussi si le réseau tient la route, de l'eau potable qui arrive dans les résidences et au robinet, les gens vont quand même faire bouillir l'eau de manière, on va dire, plutôt comme une habitude. Après, il va y avoir des filtres et d'autres choses qui font qu'ils vont parfois utiliser l'eau filtrée, mais voilà. Et tu arrives en Nouvelle-Zélande où tu as une eau, alors, on va dire, il y a Auckland, c'est 1,5 million d'habitants. Donc Watercare est en charge de, à la fois de prendre les ressources en eau autour d'Auckland, de traiter l'eau, de la distribuer, puis de collecter les eaux usées et de traiter ces eaux usées et de les rejeter dans l'environnement. Il y a beaucoup d'endroits en Nouvelle-Zélande qui sont des petites villes et qui vont avoir des stations de traitement, très petites, voire inexistantes. Heu et donc heu et donc la Nouvelle-Zélande a connu il y a quelques années un accident, de contamination, du réseau d'eau potable d'une petite ville qui a entraîné, malheureusement la mort de quelques personnes et rendu malades, des dizaines, voire des centaines de personnes. Pourquoi je dis ça? C'est que ça a créé en fait une sorte de traumatisme, chez les Néo-Zélandais sur et l'attention, par rapport, à la qualité de l'eau qu'ils peuvent avoir. Je pense à un autre aspect qui est intéressant sur la Nouvelle-Zélande, c'est l'aspect du peuple indigène maori et de leur relation qu'ils ont par rapport à la nature en général et à l'eau en particulier. La nature en général, c'est qu'en fait, par rapport à ce que nous, en tout cas ce que moi j'ai appris à l'école, on est plutôt tendance à dire que l'homme est au-dessus de la nature, alors que les Maoris pensent que l'homme fait juste partie de la nature et qu'on n'est pas plus fort, moins fort, on est juste un des éléments, un petit élément d'un ensemble beaucoup plus grand. Et quand on passe au niveau de l'eau, ce qui est assez intéressant, il y a un aspect quasiment sacré en fait de l'eau, qui a une valeur aussi importante qu'une personne humaine. Donc tu as notamment, un des fleuves, néo-zélandais a été reconnu par la loi néo-zélandaise comme ayant les mêmes propriétés et les mêmes droits, qu'une personne. Par rapport à ça, un aspect aussi culturel et donc c'est la réutilisation des eaux usées peut être quelque chose qui, d'après ce que je comprends, alors moi je suis arrivé en Nouvelle-Zélande il y a 5 ans, je suis pas spécialiste de la Nouvelle-Zélande et de la culture, maori. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que, tu sais, souvent on va prendre de l'eau potable, enfin de l'eau d'une ressource qui va être soit d'un barrage, soit d'une rivière et puis on va rejeter de l'eau usée plus loin. Après si on reprend cette eau, on peut penser qu'elle a été souillée ou qu'elle va pas avoir, elle peut être, on va dire, quasiment taboue ou, donc ça, il y a un aspect culturel là qui est assez, intéressant parce que la ressource en eau étant limitée, Mmh. l'une des solutions préférées, on va dire, ça va être de réutiliser un maximum d'eau, sans en prendre plus dans le milieu naturel. Et donc en fait, c'est ça qui impacte aujourd'hui vraiment la gestion de l'eau. C'est finalement l'aspect culturel, et spirituel Ouais. qui, impacte finalement la gestion du réseau d'eau en Nouvelle-Zélande. En fait, c'est un aspect important. D'une manière générale, la culture et le peuple maori est un aspect très important de l'histoire de la Nouvelle-Zélande, Oui. et de son histoire moderne. Et donc, quel que soit le projet que tu fasses, que ce soit un projet d'eau ou un projet de route ou un projet de bâtiment, il est très important de, alors d'engager, je ne sais pas si on dit ça, mais en tout cas de communiquer et de prendre en compte et de s'engager, oui, avec les représentants maoris pour que le projet, représente bien l'ensemble de la Nouvelle-Zélande et pas uniquement une partie des personnes qui gèrent le projet.
quand tu as eu ce type de projet, comment est-ce que tu as fait justement pour intégrer et faire en sorte que ton projet soit accepté par la tribu maori, sachant que tu vas forcément perturber la nature même de l'environnement? Je pense que je vais te donner un exemple sur un récent sur l'eau en fait à Auckland. Oui, D'une manière générale, dans le monde, on a une problématique de l'eau. Il y a pas, tout à fait. on n'a pas assez d'eau. Je crois que je sais plus si on disait je crois que c'est 3% de l'eau qui est potable, en tout cas qui est fresh, pardon, et il y en a qu'1% qui est vraiment accessible. Et donc on n'en a pas assez. On va pas en avoir assez, et donc il faut la préserver. Sauf qu'elle n'est pas assez chère pour la plupart des gens qui sont dans des pays riches, on va dire. Donc si on vient à Auckland, aujourd'hui, les ressources en eau d'Auckland viennent essentiellement de barrages qui ont été construits autour d'Auckland, dans des lieux assez préservés ou très préservés. Et donc, c'est une très belle ressource en eau. Avec la croissance de la population, malheureusement, ça ne suffit pas. Et donc, on prend de l'eau d'une rivière principale qui s'appelle Waikato, la rivière Waikato. Et donc là, il y a des accords avec les représentants maoris du Waikato pour pouvoir prendre de l'eau d'une certaine quantité pendant un certain temps, pendant 20 ans, 30 ans. Pourquoi je dis ça? C'est que la population continue à augmenter. On essaie de réduire la consommation par habitant. Ici, ça, il y a des exercices là-dessus. Néanmoins, la population continue à croître. Et donc, on est en train de réfléchir à comment pouvoir servir en eau l'ensemble de la population. Qu'est-ce qu'on peut faire? Prendre plus d'eau de la rivière? Peut-être qu'on ne peut pas en prendre beaucoup plus, en fait, ou il y a des... On a déjà... Voilà, c'est pas possible. OK, ça en fait un. On peut prendre aussi de l'eau de mer qu'on va dessaler. Ça prend beaucoup d'énergie, ça coûte beaucoup d'argent. La Nouvelle-Zélande n'a pas forcément beaucoup d'argent. Une troisième solution, c'est de réutiliser de l'eau qu'on a traitée depuis de l'eau usée. Sachant qu'on n'a pas besoin d'arroser son jardin ou de nettoyer sa voiture avec de l'eau potable tout le temps, ou même tout court. Et donc, ce qu'il y a eu, il y a une assemblée citoyenne où notamment des Maoris, mais aussi en fait des représentants de toute la population d'Auckland, ont été invités à réfléchir à cette problématique-là et de dire, bah voilà, nous on a un problème, et voilà les différentes solutions auxquelles on peut penser. Et peut-être qu'il y en a d'autres solutions auxquelles vous pouvez aussi amener. Et ce qui a été intéressant, je pense, c'est de prendre notamment les représentants maoris qui étaient présents sur ce schéma et de voir que en fait, la réutilisation des eaux qu'on avait était sans doute la meilleure solution qu'on pouvait avoir à ce jour, la plus équitable, celle qui allait coûter moins d'argent, et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est là où tu peux voir l'évolution aussi. Les gens ne sont pas bornés sur un principe et puis on est prêt à ouvrir sur d'autres solutions, quoi. Est-ce que tu peux me raconter un challenge situationnel marquant de ta carrière? Une anecdote, une situation de vie, une situation peu commune que tu as été amené à vivre peut-être depuis que tu es arrivé en Nouvelle-Zélande, peut-être avant en Chine ou je sais pas, dans un autre Ouais. pays? En fait, quand j'étais en Chine, Ouais. j'ai fait une mise en route, une deuxième et une troisième en fait à un autre endroit. Le contexte était dans une nouvelle ville à Dalian où le jour où je suis arrivé, c'était d'ailleurs un week-end. On a une réunion avec le client, la ville, on va dire le service des eaux de la ville, et où on était dans une grande salle avec, on va dire, 25 personnes. Et là, le représentant, le chef des eaux de la ville, moi j'étais en charge de la mise en route. Donc ça prend, on va dire, par rapport à la station et autres, ça, on va dire entre 6 mois et 1 an. Et beaucoup de choses à faire. Et on était une semaine avant, le 1er octobre, qui est la fête nationale en Chine. Et là, ce monsieur dit à tout le monde, en chinois, donc après j'ai eu la traduction, de dire, OK, on va démarrer et on va ouvrir officiellement notre station de traitement d'eau le 1er octobre de cette année, dans 8 jours. Et là, mon collègue chinois me traduit ça. Et je vois tout le monde autour de la table qui prend des notes en disant, et en acquiesçant, en disant, ouais, super. Et là, je me dis, hop, alors il me traduit ça. Et là, je fais, ouh, ça va pas être possible, ça. Et là, mon collègue chinois me dit, doucement, t'inquiète pas, ça va aller, je t'expliquerai, machin. Et donc là, c'est là où tu as une sorte comment dire, de différence culturelle ou d'interprétation de ce qui se passe. Mais en fait, la personne est vraiment
vraiment sérieuses, hein, et les autres personnes autour qui sont dans ces équipes prennent des notes en disant que oui, qu'ils vont le faire. En fait, ce qui s'est passé, je pense qu'assez intéressant, c'est que les leaders chinois vont nous donner des objectifs qui sont plus ou moins atteignables, plus ou moins ambitieux, parfois très ambitieux. Alors parfois, ils sont ambitieux et les gens arrivent à réaliser. Là, dans ce cadre-là, ce qui s'est passé, c'est que comme il fallait ouvrir pour le 1er octobre et avoir des bonnes nouvelles, ce qu'on a fait, ou ce qu'ils ont fait, c'est qu'on a rempli en eau les bassins, on a loué des compresseurs d'air pour, avec des tuyaux, faire des bulles, comme si les filtres étaient en marche et que la station était ouverte. Et le 1er octobre, la télévision de la région est arrivée, le maire est arrivé, on a coupé les rubans, ils sont repartis. Ça fait le 20h local, la une des journaux. Et puis après, nous, on a mis en fait 12 mois. Et les semaines d'après, à tout revider, à bien mettre en route, à avoir les équipements qu'il fallait, et ainsi de suite. Et les performances, surtout, pour traiter de manière correcte les eaux usées de la ville. Ok, impressionnant de voir le décalage. Et toujours après, c'est les attentes et le savoir jongler entre le politique et la réalité du terrain. Tout à fait. Et faire aussi... et savoir pourquoi ils le font, en fait. Oui. C'était quoi leurs contraintes? Il y a un aspect politique important. Donc, c'était pas la traduction juste, on va vraiment mettre en route en une semaine quelque chose où il faut 6 mois. Mais voilà. Est-ce que tu as un indispensable à me recommander? Je pense, on n'en a pas parlé, mais je dirais Team for the Planet, quelque part. Donc, qui est un mouvement citoyen qui a été créé par des entrepreneurs et dont le but est de lever 1 milliard d'euros pour financer 100 entreprises qui réduisent les gaz à effet de serre au niveau global. Et pour moi, ça, c'est en fait, c'est l'exemplarité d'un état d'esprit, d'une approche qui est vraiment positive, inclusive et quelque part qui me rapproche de la France. Moi qui suis assez, on va dire, critique de certains aspects de la société française, là, c'est quelque chose qui me rapproche en tout cas de la France et des Français. Super. Est-ce que tu peux justement m'expliquer ton rôle chez Team for the Planet, parce que tu es engagé aussi dans cette entreprise pour justement l'écologie, et toi tu es responsable au niveau Nouvelle-Zélande, c'est ça? Tu portes des projets Alors, moi, mon rôle, il est hyper modeste. Moi, je fais quasiment rien. D'accord. Je suis devenu, en fait, un très modeste actionnaire fin 2021, je crois. Et j'ai été appelé par Alain, un actionnaire de Team for the Planet très engagé. Il devait être 21h chez lui en France, et moi, il était 9h du matin ici. Et on a passé 1h30, il a passé 1h30 avec moi à répondre à toutes les questions, beaucoup de questions que j'avais sur Team for the Planet, d'où ça vient, comment ça marche, et ainsi de suite. Et donc, j'ai trouvé, alors c'est quand on est en France, hein, c'est un peu des fous sur LinkedIn. De temps en temps, tu vois, ça met le feu sur LinkedIn, parce qu'ils sont, t'as une communauté qui est assez incroyable. Très actif, ouais, bien sûr. Très active. Très ouvert aussi, tout le monde peut participer, peut contribuer, peut acheter des actions justement. Tout à fait. Pour porter des projets pour la transition écologique. Tout à fait. Et donc, par rapport à ça, quand j'ai vu cette communauté qui était hyper positive, je me suis dit, c'est sympa. Donc, je leur ai écrit en disant, voilà, moi, je suis en Nouvelle-Zélande. J'aimerais bien vous aider à se développer ici, si vous le souhaitez. Et donc, de créer ce qu'on appelle, alors, comme c'est Team for the Planet, c'est une planète. Alors, une planète, c'est un pays, c'est une ville. Donc, de créer la planète Nouvelle-Zélande. Et donc, on a lancé, ils ont été d'accord, donc on a lancé la planète Nouvelle-Zélande avec quelque chose qui s'appelle les Climate Drinks, qui est un apéro tous les 3 mois à Auckland, maintenant à Wellington aussi, et aussi à Christchurch. Okay. Et l'idée, c'est de se faire plaisir. C'est ouvert non seulement aux actionnaires de Team for the Planet, mais aussi à tout le monde qui est intéressé par le développement durable et par le climat. Et après, on fait d'autres choses plus fun avec la communauté de Team for the Planet ici. Ok. Et en Nouvelle-Zélande, c'est des Français expatriés qui font partie des associés de Team for the Planet. C'est également des Néo-Zélandais qui s'intègrent. Oui, c'est tout en fait. Il y a pas mal de Français parce que ça a commencé en France, mais on devait être 12 actionnaires. Aujourd'hui, on doit être 90 à peu près. Et donc des gens qui sont à la fois néo-zélandais, français, et puis d'autres pays, des Chiliens, des Anglais et d'autres nationalités. Où est-ce qu'on peut te suivre ou te contacter, Frédéric? LinkedIn, c'est plus simple. Je suis assez actif et
pour faire passer les messages de Schneider, de Watercare, de Team for the Planet en Nouvelle-Zélande. On arrive à suivre à peu près tous tes projets, c'est pas mal. Merci beaucoup pour ton temps, Frédéric, ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Merci Paul. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez de nouvelles idées pour élargir vos horizons. Si vous avez apprécié cet échange, n'oubliez pas d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée ou de vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Au revoir.